peux vous parler ce jeudi soir, 24 novembre 2016, qui est celui de la dernier opus des primaires de la droite et du centre, entre Fillon et Juppé, avant l'élection du candidat définitivement pour dimanche. Je vais vous parler d'astrogéographie. C'est un sujet qui hante beaucoup de chercheurs en astrologie. J'ai eu une conférence il y a quelques années à Bordeaux de Liane Magot sur la question géographique. Volgin lui-même recommandait de passer son anniversaire sur certaines latitudes pour modifier la position des planètes en maison. Et il y a ce qu'on appelle la géographie sacrée, dont un de mes anciens amis, Jean Richet, avait écrit plusieurs choses dessus, qui consiste notamment à associer des signes zodiacaux à des régions. Par exemple, le scorpion serait associé au monde arabe, etc. etc. Le Gémeaux à tel pays, le Verseau à tel autre pays, la Vierge. Il y a toute une cuisine à ce sujet qui permettrait de déterminer l'impact d'une configuration astrale, tout comme l'homme zodiaque, avec ses correspondances des membres du corps et du signe zodiacal, permettrait de déterminer quels seront les points sensibles de telle personne, les maladies qu'elle a le plus de chances d'attraper, etc. Alors, j'ajouterais qu'il s'agit là d'une démarche qui me paraît étrangère à l'astrologie, même si elle a pu se produire, elle est attestée bien évidemment par des documents, par des littératures, par des traités, mais ce n'est pas une raison pour considérer qu'elle fait partie intégrante de l'astrologie. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent et qui n'ont pas forcément de valeur. Et je crois que le problème numéro un, c'est de se demander, j'aimerais bien que vous vous exprimiez à ce sujet, cas échéant, si les configurations planétaires, c'est-à-dire les cycles planétaires, les conjonctions planétaires entre deux planètes font sens au niveau géographique, ou pas. André Barbeau, pour ne pas le citer, a consacré pas mal de temps à cette question, tout en prenant aussi, à d'autres époques, le contre-pied de cette position. Je dois reconnaître qu'il est assez difficile de suivre la pensée d'André Barbeau parce qu'elle prend des directions totalement différentes d'une période à l'autre, voire même d'une année sur l'autre. Ainsi qu'en 1963, il nous parle du conflit entre l'URSS et les États-Unis, enfin le conflit, en tout cas la compétition, si on veut, à la base, en s'appuyant sur des configurations qui seraient plus caractéristiques de l'URSS, d'autres qui seront plus caractéristiques des USA. Il avait bien entendu, 10 ans plus tôt, en 53-54, abordé la question de l'avenir de la Russie autour du cycle Saturne-Neptune. Et puis voilà qu'en 67, il prend le contre-pied et il dit non, il n'y a pas de rapport entre les planètes et les pays. Et ce qui nous intéresse, c'est la mondiale, c'est-à-dire les événements à l'échelle mondiale. Ce faisant et ce disant, Barbeau semble avoir été excessivement marqué par la période des deux guerres mondiales. Rappelons qu'il est né au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1921, et qu'il a traversé la Seconde Guerre mondiale
alors qu'il avait déjà une vingtaine d'années, et qu'il était déjà marqué par l'astrologie aux côtés de son frère aîné, son frère en tout cas, Rumélius Armand Barbeau. Et on sait que Gouchon et les astrologues de l'époque qui ont traversé la Seconde Guerre mondiale ont été excessivement, à mon avis, marqués par ce phénomène mondial. À telle enseigne que Barbeau n'arrivait pas à imaginer, dans les années 60-70, autre chose qu'une nouvelle guerre mondiale. Comme si par le passé, dans les siècles passés, on avait eu droit à des guerres mondiales. Donc là, il y a une sorte d'anachronisme assez étrange, comme si nous serions passés dans une ère des guerres mondiales. Et cette théorie d'une astrologie qui correspondrait à une ère nouvelle, avec des réalités planétaires nouvelles, avec des réalités géopolitiques nouvelles, me paraît assez étrange pour le moins. Donc, on a vu ce que ça a donné. Il n'y a pas eu cette troisième guerre mondiale. Pendant les 33 ans qui ont suivi la parution de son bouquin Les astres et l'histoire. Et d'ailleurs, en 89, lorsque il s'est passé des choses autour du bloc soviétique, de l'Empire soviétique, l'Empire russe, Barbeau était très content de pouvoir ressortir une vieille prévision de 53 autour de Saturne-Neptune qui avait annoncé que la prochaine conjonction Saturne-Neptune se produirait, comme chacun le sait en astronomie, se produirait en 1989. Donc il y a une sorte d'hésitation, de vacillation entre plusieurs conceptions de l'astrologie, soit une astrologie universelle qui ne s'intéresse pas aux des éléments géographiques, soit au contraire une astrologie géographique qui essaie de situer, de circonscrire certaines configurations. Ça permettrait de dire qu'il y a quelque chose là, une sorte de balancement assez impressionnant et qui donne un peu le tournis. Alors, il se pose une question très intéressante ici, qui dépasse très largement d'ailleurs le problème de l'astrologie, mais qui pose le problème des rapports entre histoire et sociologie, entre histoire et géographie. Et on ne peut pas ne pas élargir ce champ de réflexion de la sorte. Et force est de constater que s'il y a quelque chose si l'astrologie a vocation à prévoir, elle ne peut le faire que sur un terrain où les choses sont prévisibles. Et ce qui est prévisible, et je suis en train de lire actuellement Bergson, ce qui est prévisible, c'est ce qui est mécanique, ce qui appartient à une sorte de mécanique. Quelque chose qui se répète indéfiniment. Quand des choses se répètent indéfiniment, on peut effectivement annoncer que quelque chose aura lieu à telle époque, puisque ça doit forcément avoir lieu. Donc l'astrologie, épistémologiquement, peut se fonder sur la sociologie. Ce qui était d'ailleurs le but de la nouvelle histoire dans les années 30, l'école des annales, autour de Marc Bloch et de Lucien Febvre, à savoir qu'une discipline doit chercher à s'appuyer sur d'autres disciplines. En l'occurrence, le mariage entre sociologie et astrologie est beaucoup plus pertinent, à tout point de vue, que le mariage entre astrologie et histoire. Ce que n'avait pas compris André Barbeau. Il n'a toujours pas compris d'ailleurs. Et la sociologie, c'est l'étude des statistiques. Et Michel Gauquelin, par exemple, est plus un sociologue finalement qu'un psychologue, ou si on préfère un psychosociologue, quand il fait ses travaux sur les catégories professionnelles, ce qui n'a rien à voir avec de l'astrologie personnelle et individuelle. Même si effectivement, il faut bien que l'individu soit concerné, mais il n'est pas concerné en tant qu'individu, il est concerné en tant qu'appartenant à un certain type de personne. Donc là encore, on voit bien les frontières de l'astrologie. La sociologie est un champ où l'astrologie peut s'exprimer avec une certaine confiance. Mais dès qu'elle mord sur le plan de la psychologie,
ou dès qu'elle mord sur le plan, ou qu'elle déborde sur le plan de l'histoire et de la géographie, alors là, elle se met en danger et elle dépasse son degré de compétence, comme dirait le principe de Peter. Par conséquent, il faut bien comprendre que si on réfléchit sur les bornes de l'astrologie, c'est important de le faire en déterminant qu'elle ne peut s'intéresser qu'à ce qui est mécanique, qu'à ce qui se répète et à ce qui est collectif. Elle ne peut pas s'intéresser à ce qui est géographique et elle ne peut pas s'intéresser à ce qui est personnel et individuel. Voilà les frontières. Et c'est intéressant de déterminer des frontières parce que l'alliance entre sociologie et astrologie peut être extrêmement féconde. Et quand je dis sociologie, je parle aussi des sciences sociales en général. Ça me paraît plus juste. Et ça concerne également le domaine de la politique, de la science politique. Mais il faut éviter. Alors évidemment, Barbeau a prôné ce dépassement dans deux ouvrages majeurs qu'il a publiés il y a quelques années d'intervalle, à savoir De la psychanalyse à l'astrologie en 61, au Seuil, et Les astres et l'histoire en 67, chez Jean-Jacques Pauvert. Or, là, il s'agit de deux fausses pistes, visiblement, dans un cas comme dans l'autre, mais qui, évidemment, vont valider des pratiques professionnelles, corporatives, que l'on connaît bien. Alors, je m'intéresse beaucoup à la notion d'empire. La notion d'empire est une notion qui est typiquement extérieure à l'astrologie. Mais, parce qu'elle est justement géographique, mais elle est une géographie beaucoup plus ouverte que la géographie locale, si vous voulez. Les empires se sont constitués de façon totalement aléatoire, avec une grande liberté, en mélangeant des peuples qui n'ont rien à voir entre eux, des langues qui n'ont rien à voir entre elles. C'est ça qui est fascinant. Et tout cela montre bien à quel point l'astrologie n'a pas de prise là-dessus, si ce n'est que bien évidemment, on ne peut pas imaginer l'histoire sans une référence sociologique. S'il y a des cycles qui déterminent le fonctionnement des sociétés, ça ne peut pas ne pas impacter le fonctionnement de l'Empire. Donc, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Je dis simplement que la problématique impériale, la problématique géographique ne saurait être réduite à la question de l'astrologie et même de la sociologie, mais bien entendu, comme on vient de le dire tout à l'heure, Marc Bloch, la sociologie a quelque chose à faire et à dire par rapport à l'histoire, bien évidemment. Donc de la même façon que la climatologie, le cycle des saisons, il y a toutes sortes de cycles qui sont bien entendu, sans parler de la question de l'anatomie et de la physiologie, un leader peut très bien être. C'est-à-dire qu'il est évident que toutes les disciplines, quelles qu'elles soient, ont une incidence sur l'histoire et aussi sur l'individu. On ne saurait déconnecter l'individu de certains processus sociologiques ou sociaux. De même qu'on ne saurait déconnecter l'histoire d'un certain nombre de rythmes et de cycles sociologiques et astrologiques. Mais, en revanche, la réciproque n'est pas vraie. La réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, que l'astrologie n'est pas en mesure d'appréhender dans sa complexité l'individu, même si elle peut apporter des éléments de compréhension très généraux, de la même façon qu'elle n'est pas en mesure d'appréhender les problématiques impériales, c'est-à-dire les problématiques historiques, même si elle peut expliquer que certaines choses se produisent à certains moments et pas à d'autres. Il faut raison garder, il faut avoir conscience de ses limites. Et c'est en ce sens-là
que l'on peut envisager des coopérations heureuses avec d'autres disciplines. Ce n'est pas en prétendant parler de tout et de n'importe quoi. Ce qui a manqué actuellement jusqu'à présent à l'astrologie, c'est justement qu'elle n'avait pas de critères qui lui permettaient justement de déterminer ses limites, ce qui était off limits, comme diraient les Anglais. Et le critère pourtant est très simple, c'est ce que j'appelle donc la mécanicité. Ce qui est mécanique est prévisible, et l'astrologie ne peut traiter que de ce qui est prévisible, et donc de ce qui est mécanique. Maintenant, pourquoi la société fonctionne-t-elle de manière mécanique? C'est une autre question qui pose des problèmes d'ailleurs théologiques assez complexes, dont j'ai parlé ailleurs et avant. Il est clair qu'un individu doit obéir forcément, une personne obéit forcément à des lois qui le dépassent. Ce sont des lois anatomiques, ce sont des lois physiologiques, ce sont des lois sociologiques. On ne saurait effectivement ignorer le poids de toutes ces lois sur le développement et sur la vie d'une personne, mais en aucune façon, ça ne saurait épuiser les problématiques propres à une personne donnée. Bien évidemment que non. Parce qu'encore une fois, il faut que ce soit mécanique. Et ce qui est mécanique, prévisibilité et mécanicité sont intimement liés. Ce qui est mécanique, c'est effectivement ce qui se situe au niveau du fonctionnement des sociétés, avec éventuellement des structures sociales, des systèmes de castes, des systèmes professionnels, socio-professionnels qui existent, et que Michel Gauquelin a bien mis en évidence, mais ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. Un individu est prévisible dans la mesure où il appartient à une collectivité. Et donc, il partage le sort de cette collectivité. Donc, par exemple, les Juifs, sous l'occupation, il y avait leur appartenance objective, même pas subjective, objective à une certaine population, les mettait dans une certaine situation. Donc, le destin collectif pèse sur le destin individuel. Le destin individuel va bien au-delà du destin collectif. De la même façon, un empire va devoir gérer un ensemble de populations qui chacune obéissent à des structures sociales qui leur sont propres, mais lui-même est au-delà, se situe au-delà de ces problématiques locales. Et l'empire, c'est une sorte... Quelqu'un qui crée un empire, c'est comme une sorte de sculpteur qui va structurer une matière géographique à laquelle il va donner une certaine forme. Nous-mêmes, Français, nous avons, dans notre histoire, récente comme ancienne, un grand nombre d'expériences impériales, à commencer par ce qui s'est passé sous la Révolution, comment la Révolution s'est exportée, comment la Révolution a abouti à Napoléon Ier, etc. Enfin, on a des exemples, sans parler de toute l'aventure coloniale. On va dire, nous sommes submergés, saturés de problématiques impériales, n'est-ce pas? Nous avons notre identité impériale qui est plus forte encore que notre identité nationale. Ça, j'en ai parlé par ailleurs. Donc, nous sommes bien placés pour savoir que nous ne sommes pas déterminés de façon aussi lourde que cela. Parce que l'Empire, c'est qu'une forme de liberté. Ça permet au peuple d'échapper, même par exemple l'Empire, tout à l'heure je parlais de l'Empire soviétique, ben, l'Empire soviétique, c'est un dépassement des problématiques nationales. C'est un dépassement. C'est une volonté d'aller au-delà de cela. Ce qui est assez, donc paradoxalement, proposer d'étudier le destin de l'Empire soviétique est une aberration, puisque l'Empire soviétique est quelque chose qui se situe par-delà les déterminismes nationaux. Cela dit, je vais apporter un bémol immédiatement, cela dit, bien entendu,
l'Empire soviétique peut-être va dépendre d'une cyclicité sociologique, bien évidemment. Tout comme un individu va dépendre d'une cyclicité collective. Bon, j'espère que vous avez compris mon discours. Je m'arrête là pour l'instant.